Oui, bonjour à tous. Donc, je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui une problématique qui me semble assez intéressante. C'est à quelles conditions, en fait, un membre du comité social et économique va exercer le droit d'alerte, à quelles conditions il va également pouvoir aller devant le juge des référés, pour obtenir en fait la fin d'une atteinte aux libertés d'un salarié, et à quelles conditions, enfin, le salarié pourra lui aussi aller devant le conseil de prud'homme pour obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi. Et l'articulation de ces trois choses, elle n'est pas évidente. Et surtout, en fait, l'action en substitution, c'est quelque chose qu'on connaît en droit du travail, mais qui est très très peu exercé. Donc c'est intéressant d'avoir un arrêt qui vous explique en fait en quoi consiste cette action en substitution et est-ce qu'elle se chevauche complètement ou pas avec l'action que le salarié va exercer ultérieurement devant le conseil de prud'homme. Donc reprenons tout ça. D'ailleurs, pour camper un peu le décor, reprenons les faits. Vous avez donc un salarié qui s'estime victime en fait de la part de son employeur de harcèlement moral et de discrimination. Il en alerte un membre du comité social et économique. Ce membre du comité social et économique va ensuite intenter une action devant le juge. Et cette action, en fait, elle prend fin par un jugement, nous dit l'arrêt de la Cour de cassation, par un jugement de 2013. Et dans cet arrêt, en fait, le Conseil de prud'homme a rejeté en fait la demande du, bon là, en l'occurrence, c'était un syndicat. Concernant donc ces faits de harcèlement moral dont la salariée aurait été victime. Donc vous voyez que en fait cette première action en justice, c'est un échec. Et ensuite, la salariée donc va assigner son employeur pour faire constater en fait que le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire au tort de l'employeur qui va donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc en gros, elle veut faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle veut également se faire indemniser du préjudice qu'elle a subi au titre du harcèlement moral et aussi au titre de la discrimination. Et vous savez que quand on est victime d'une discrimination, on peut solliciter de la part du juge une reconstitution de sa carrière et une reconstitution de l'évolution de sa rémunération. Donc voilà la deuxième instance en fait qui est nouée devant le Conseil de prud'homme, et la question s'est posée de savoir est-ce que cette deuxième instance, elle ne fait pas double emploi avec la première qui avait été intentée par la fédération CFTC. Alors, tout ceci, donc, ça nous renvoie à la problématique du droit d'alerte. Et le droit d'alerte, en fait, vous l'avez, en fait, dans cette partie-là du Code du travail. Je vous ai juste fait une petite impression d'écran de cette partie-là. Mais vous voyez qu'il y a différents droits d'alerte dont disposent, en fait, les membres du comité social et économique. Vous avez le droit d'alerte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le droit d'alerte d'atteinte aux droits des personnes. Mais vous avez aussi un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans ma précédente vidéo, donc la notion de danger grave et imminent, bon, si vous suivez cette chaîne, vous savez de quoi il en retourne maintenant, mais sachez également que si le salarié dispose d'un droit d'alerte individuel vis-à-vis de l'employeur, il peut aussi demander aux membres du CSE d'exercer le droit d'alerte vis-à-vis de l'employeur. Donc vous voyez que le droit d'alerte, en fait, c'est à la fois une prérogative individuelle du salarié, mais c'est aussi une prérogative de la part des membres du CSE. Vous avez aussi un droit d'alerte économique et un droit d'alerte social, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Revenons donc sur le droit d'alerte qui nous intéresse, qui est le droit d'alerte concernant l'atteinte aux personnes. Et comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, d'accord, en cas d'atteinte aux personnes, enfin, les atteintes aux libertés fondamentales, elles sont parfaitement possibles. Simplement, ce que nous dit l'article 11.21.1, c'est que pour qu'il y ait une atteinte à une liberté fondamentale, il faut deux choses, d'accord? Il faut qu'elle soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et il faut qu'elle soit proportionnée au but recherché. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez bien compris dorénavant. Et ce que nous dit le Code du travail à propos du droit d'alerte, c'est cet article-là qui nous intéresse, l'article 2159. Dans l'arrêt de la Cour de cassation que vous verrez, en fait, la Cour de cassation se réfère en fait à l'ancienne codification d'avant 2017. Donc c'était l'article 2313-2 et maintenant c'est devenu le 2312-59 et j'ai vérifié, les articles sont absolument identiques. On a juste fait un petit toilettage parce que dorénavant on parle de comité social et économique. D'accord ? Donc là dans l'arrêt en question, je vous ai dit que c'était une fédération
c'était un syndicat qui avait agi en justice, et bien dorénavant, en fait, le droit d'alerte, il est ouvert aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce droit d'alerte? En fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est ce membre du CSE, il est informé par un salarié de l'entreprise, il est informé par le salarié de la situation où il y a cette atteinte aux libertés fondamentales. D'accord? Donc, le membre du CSE, il va constater, grâce au salarié, cette atteinte aux droits de la personne, et il va constater que cette atteinte, a priori, elle n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, elle n'est pas proportionnée au but recherché. Donc il y a bien une atteinte à l'article 11.21.1 que je viens juste de vous rappeler. Donc le membre du CSE, il constate cette atteinte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en informer l'employeur. Et on en arrive au deuxième temps, en fait, de ce droit d'alerte, c'est le temps de l'enquête. C'est-à-dire que l'employeur doit immédiatement, d'accord, faire une enquête et essayer de remédier à cette situation. D'accord, il doit tout faire pour essayer de mettre fin à cette situation d'atteinte aux droits des personnes. Cela étant, il peut y avoir une divergence d'appréciation entre le membre du CSE, d'un côté, et le salarié, et l'employeur de l'autre. L'employeur peut parfaitement considérer qu'en réalité, il n'y a aucune atteinte aux libertés fondamentales. Donc, que prévoit le Code du travail? Il prévoit, troisième temps, que si l'employeur n'est pas suffisamment réactif, ou si il y a une divergence d'appréciation et l'employeur considère qu'il n'y a absolument pas d'atteinte aux libertés fondamentales, eh bien, nous dit le Code du travail, on peut aller devant le juge. Et qui peut aller devant le juge? Le salarié d'abord, d'accord, celui qui est victime finalement de cette atteinte aux libertés fondamentales, ou bien, et c'est ça l'action en substitution, le membre de la délégation du personnel au CSE, il peut agir devant le juge, mais simplement, dans ce cas, en fait, il doit avertir le salarié qu'il le fait, et l'avertir par écrit, et surtout, il faut que le salarié ne s'y oppose pas. Alors pourquoi on prend toutes ces précautions ? Parce qu'en fait, vous allez voir, l'action en substitution, c'est quand le membre du CSE se met au lieu et à la place du salarié pour aller devant le juge. D'accord ? Donc normalement, c'est le salarié qui devrait aller devant le juge pour demander la réparation du préjudice qu'il subit. Mais là, en fait, c'est le membre du CSE qui va se substituer au salarié pour obtenir la même chose. Et donc vous voyez bien que dans le cadre d'une action en substitution, il faut impérativement que l'on s'assure que le salarié a bien été averti et qu'il ne s'oppose pas à cela. D'accord ? Donc voilà, en fait, cette action en substitution, c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre, cette action en substitution, c'est qu'en réalité, en procédure civile classique, on a ce principe qui est le principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Et ce principe, en fait, vous le retrouvez dans les articles au début du Code de procédure civile, lorsqu'on parle de la qualité à agir. Et je vous donne deux arrêts de la Cour de cassation sur ce principe de nul ne plaide par procureur, mais vous voyez que a priori, on ne peut pas défendre quelqu'un qui ne veut pas se défendre en justice. Donc le principe, c'est qu'on ne peut pas plaider par procureur, c'est-à-dire que le membre le CSE, c'est pas un redresseur de tort. Il n'a pas normalement vocation à agir au lieu et place des salariés, sauf dans cette action en substitution qui est très particulière, et qui est donc strictement encadré par justement cet avertissement par écrit et cette absence d'opposition de la part du salarié. Donc là, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Donc la fédération a saisi le juge et cette action-là, elle s'est soldée par un échec. D'accord ? Et que nous dit la Cour d'appel ? La Cour d'appel, elle nous dit, l'action en substitution, ça permet à une organisation syndicale, dorénavant un membre du CSE, d'intervenir au lieu et place d'un salarié. Donc, la seule chose que peut faire le salarié dans ce cas-là, c'est s'il veut être présent dans l'instance, il peut intervenir dans le cadre de cette première instance. Il peut intervenir aux côtés du syndicat, aux côtés du membre du CSE. D'accord ? Mais, nous dit la Cour d'appel, une fois que cette première instance, elle s'est achevée, eh bien, le salarié ne peut pas intenter une nouvelle action qui aurait le même objet. Parce que sinon, ça veut dire que l'action en substitution, elle a servi à rien, et qu'en plus de ça, on va se retrouver à multiplier
les actions en justice. D'accord? Donc on va encombrer les tribunaux et le salarié qui voit que l'action en substitution a échoué, a été un échec, va essayer de tenter sa chance lui-même, entre guillemets, en saisissant à nouveau le juge de ce même type de demande. Et la Cour de cassation dit non, c'est pas du tout ça le raisonnement. C'est pas du tout ça le raisonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Et l'autorité de la chose jugée, c'était avant l'article 1351 du Code civil, c'est devenu maintenant l'article 1355. Et l'autorité de la chose jugée, ça suppose en fait une triple identité. C'est ce qu'on enseigne classiquement à la fac. Il faut que la chose demandée soit la même. Donc, il faut que dans la première instance et dans la deuxième instance, on demande exactement la même chose. Il faut que la cause soit la même. Alors ça veut dire qu'en fait, on demande quelque chose, mais on le demande en vertu d'une règle juridique. Et donc vous voyez que la cause, c'est le fondement juridique que vous invoquez. Donc vous demandez quelque chose et vous le demandez en invoquant la même règle de droit. Et dernière chose enfin, il faut une triple identité de partie, ça veut dire que dans le cadre de la première instance, vous aviez l'employeur et le salarié, et dans le cadre de la seconde instance, vous avez à nouveau l'employeur et le salarié. Et là, en fait, la Cour de cassation nous dit, l'autorité de la chose jugée, qui sous-tend finalement tout le raisonnement de la Cour d'appel que je viens de vous décrire ici, l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas dans le cadre de l'alerte en cas d'atteinte aux libertés fondamentales. Pourquoi ? C'est la solution de la Cour de cassation. Elle nous dit bien, le principe de l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que, suite à un jugement qui a été rendu par le Conseil de prud'homme sur le fondement de l'action en substitution, donc ce que je viens de vous dire là, eh bien, suite à ce premier jugement, en fait, le salarié peut parfaitement saisir à nouveau le Conseil de prud'homme. Pourquoi ? Parce que la première action, l'action en substitution, qui est exercée dans le cadre du droit d'alerte, son objet, c'est de faire cesser une atteinte aux libertés fondamentales. D'accord ? C'est ça son véritable objet. Alors que l'action que le salarié engage ensuite, et là en l'occurrence je vous expliquais que c'était une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, pour faire constater que ça produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir la réparation consécutive à la discrimination dont la salariée avait été victime, eh bien cette seconde action en fait, c'est quoi son objet ? Eh bien, c'est l'exécution et la rupture du contrat de travail. Donc vous voyez bien que les deux actions, elles n'ont pas le même objet. La première action en substitution dans le cadre du droit d'alerte, c'est de faire cesser une atteinte aux droits des personnes, alors que dans la deuxième instance, celle qui est engagée par le salarié, eh bien là, en fait, l'objet, c'est l'exécution et la rupture du contrat de travail. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est très intéressant parce que, vous voyez, voilà, c'est très très rare d'avoir des arrêts sur les actions en substitution, et la Cour de cassation nous montre bien que, eh bien, au risque que ça crée une multiplication en fait des procédures, il n'en demeure pas moins que cette action en substitution, elle n'a pas du tout le même objet que l'action que va pouvoir engager le salarié ensuite dans le cadre de la rupture de son contrat de travail pour faire constater qu'il a été victime de discrimination, de harcèlement moral, etc. Voilà, donc maintenant vous savez comment fonctionne le droit d'alerte en matière d'atteinte aux droits des personnes, vous savez aussi comment fonctionne l'action en substitution, et vous savez enfin, c'est sans doute le plus important, que ça ne vous prive pas en fait de pouvoir ultérieurement saisir le juge prud'homal pour obtenir la réparation de vos propres préjudices. À bientôt.